Bonjour à tous. Aujourd'hui, il ne va pas être pour une fois question de recettes. D'habitude, les invités ici posent des questions, mais aujourd'hui, ils vont plutôt nous dévoiler eux-mêmes leur propre recette, la recette des médias qu'ils mitonnent tous les jours. Je remercie l'IHECA pour l'organisation de ces rencontres et pour avoir quand même réussi à réunir ces 5 experts des médias gastronomiques. C'était un exploit vu leur planning. L'idée de la table ronde d'aujourd'hui, c'est de brosser un tableau d'ensemble des médias culinaires et gastronomiques et de questionner surtout leur évolution de ces dernières années. Je suis Esther El Payani, je suis journaliste de presse écrite. Je suis également doctorante en sciences de l'information et de la communication au laboratoire Siméos de Dijon. Et moi, j'étudie plus spécifiquement la médiatisation des femmes chefs, qui était l'un des sujets abordés l'année dernière aux rencontres François Rabelais, pour ceux qui étaient déjà là. Ça ne sera pas le sujet du jour, mais en attendant, pour s'intéresser aux médias culinaires, nous avons eu le plaisir de réunir Elisabeth Debourse. Bonjour Elisabeth. Alors, il n'y a qu'un micro, vous allez vous le passer, s'il vous plaît. François-Régis, vous faites ça très bien. Merci. Elisabeth, vous êtes rédactrice en chef du Fooding et vous vous définissez comme une journaliste société avec un appétit pour les questions liées à l'alimentation et la culture food. Vous travaillez sur un écosystème éditorial qui comprend, entre autres, un guide annuel, un magazine en ligne, des réseaux sociaux, une newsletter et tout plein d'autres choses que vous allez nous expliquer. C'est très bien dit. Ouf. Merci d'être là, Elisabeth. À vos côtés, un peu plus loin, il y a Jean-Sébastien de Petit Demange. Merci Bonjour. Beaucoup. Jean-Sébastien, après de nombreuses années à la télévision et au Guide du Routard, pour lequel vous avez sillonné toute la France et plus encore, vous travaillez désormais pour RTL, où vous parlez tous les week-ends de gastronomie et de patrimoine. Et vous êtes également vosgien. Tout... Ça. Faites gaffe parce qu'il y en a deux. Hein. Et justement, transition toute majorité. trouvée, avec votre voisin, Laurent Mariotte. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurent, merci Absolument. d'être là. Laurent, c'est une semaine un peu spéciale pour vous. Oui, c'est vrai. Puisque vous avez fêté ce lundi même les 15 ans des Petits Plats en équilibre sur TF1. Une recette en 2 minutes, tous les 15 ans, c'est comme pendant 15 ans. C'est Autour quand même d'un produit de saison, oui. Ouais. Et en plus avec la saison, c'est quand même une performance. Vous êtes également l'animateur de la Table des Bons Vivants le samedi sur Europe 1 depuis 2018. Et vous avez lancé fin 2021 le magazine Les Petits Plats de Laurent Mariotte. C'est ça, rien à rajouter, madame. Vous dormez parfois avec tout ça? Oui, quand même. Bah oui, faut être organisé, c'est ça le secret. Hein. C'est comme en cuisine, voilà, c'est la mise en place. Et enfin, le président de ces rencontres, François-Régis Gaudry. Alors, on pourrait dire, on ne le présente pas après tout ce qui a été dit ce matin, mais quand même, vous animez depuis 2010, on va déguster le dimanche matin sur France Inter, mais également très très bon sur Paris Première depuis 2016, sans oublier vos apparitions dans Top Chef. Tout est bon aussi ? Parfait. Avec la longueur des CV que j'avais autour de la table, j'avais toujours peur d'oublier quelque chose. Et la dernière personne que j'ai gardée pour la fin, puisque c'est elle qui va commencer le débat, est Camille Brachet. Camille Brachet est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, mais elle est également la créatrice et l'animatrice d'un podcast dédié à ceux qui font la gastronomie, intitulé « Ce qui nous lie ». Ma première question, donc, Camille, est pour vous. C'est quoi un média ? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Esther pour cette présentation. Alors, pour faire simple, un média gastronomique, je dirais que c'est un canal qui permet une circulation de toute forme de discours en lien avec la connaissance de ce qui nourrit l'être humain. Alors vous comprenez bien qu'une fois qu'on a dit ça, c'est une description très, très hétérogène. Il faut aussi faire un bref retour historique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas le sujet, hein. On est bien sur le média gastronomique aujourd'hui. Mais il faut quand même avoir bien en tête que le média gastronomique n'est pas nouveau, qu'il y a toujours eu des liens entre médias et gastronomie. Alors je vous renvoie à un article de Sidonie Nolin qui montre bien comment le discours gastronomique est intimement lié au développement du tourisme. Donc dès les balbutiements du tourisme, la gastronomie, on a parlé de gastronomie dans les médias. Les premières revues pratiques, professionnelles consacrées à la cuisine arrivent très très tôt, hein, émergent dès la Belle Époque. Dès l'apparition de la télévision, la radio, on a aussi des émissions qui parlent
de culinaire. Alors ça va être au départ, il y a plein de manières de parler du culinaire, hein. Ça peut être bien sûr des critiques de restaurants, mais ça peut être aussi des démonstrations. Donc par exemple en télévision, on parle beaucoup d'émissions démonstratives au début et qui vont ensuite devenir des émissions plus narratives à partir des années 2000. Donc des émissions qui racontent des histoires et qui n'apprennent plus une technique. Enfin, c'est plus le but principal. Donc ça met quand même 50 ans pour passer de la démonstration culinaire à une sorte de performance ou de narration. Voilà, globalement, on peut dire ça. Alors, ce qui va changer, évidemment, et ce qui évolue, c'est le contexte et les dispositifs médiatiques qui se multiplient. Alors, ça a été abordé ce matin en introduction. On a effectivement aujourd'hui une profusion de médias gastronomiques et on a un contexte donc, qui est très évolutif avec une sphère de la gastronomie qui est... alors, on peut dire saturé, mais pas forcément saturé, mais qui est très concurrentiel. On le voit, il y a des restaurants qui ouvrent chaque jour, mais il y a des restaurants qui ferment aussi chaque jour. Et ce paysage très concurrentiel s'inscrit dans un paysage médiatique qui s'est complexifié, avec de nombreux acteurs qui viennent s'ajouter aux acteurs traditionnels. Donc, on peut parler de surmédiatisation. On pourra le discuter, mais du point de vue des chefs et des acteurs de la sphère gastronomique, c'est très compliqué de s'y retrouver. Il y a énormément de sollicitations et cette profusion de sollicitations provoque forcément un besoin de distinction. Il faut se distinguer, il faut montrer qu'on est différent du voisin. Alors, on parle aussi de régime du spectaculaire. Et dans ce régime du spectaculaire, l'économie de la visibilité est quelque chose qui va prendre tout son sens. Alors, j'aime bien faire le lien avec le milieu de la littérature. Et Sylvie Ducas a publié alors, plein d'articles, mais un en particulier dans lequel elle parle justement de la médiamorphose de la littérature, puisque la littérature doit se réinventer et les auteurs ont un rapport aux médias qui change. Et il me semble qu'aujourd'hui, on peut aussi parler de médiamorphose de la gastronomie, puisque c'est très, très évolutif et en ce moment. C'est un sacré tableau d'ensemble, en fait. Donc, c'est vrai que la perception qu'on a eue au départ de dire il y a quand même beaucoup de choses, une sorte d'effervescence, c'est bien constaté de façon théorique aussi. Donc tous ces acteurs du monde du culinaire, ils cherchent à se singulariser, forcément, de la même manière que les écrivains ont été contraints de le faire ultérieurement. Et là, on arrive à des choses qui ne sont pas forcément simples à gérer pour eux, puisque ce n'est pas le métier de tout le monde de parler dans les médias. Et certains écrivains étaient paralysés à l'idée de parler de leur travail. Leur travail à eux, c'était écrire. Ce n'est pas la même chose d'écrire et de venir parler de ce qu'on a écrit sur un plateau. Et en gastronomie, on se retrouve avec des similitudes, à savoir qu'un chef, il peut être très à l'aise. Alors bien sûr, je ne généralise pas, mais il peut être très à l'aise dans sa cuisine et très mal à l'aise pour parler de son travail. Mais avec cette profusion des médias, il se retrouve obligé, dans une espèce de contrainte, de produire du discours pour exister sur la scène médiatique, puisque finalement, ça devient assez indispensable. J'ai oublié de le dire en début de table ronde, mais il y aura un temps réservé pour les questions de la salle, une vingtaine de minutes à la fin, évidemment. Donc n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. Elles seront toutes, on aura le temps de les traiter. Merci Camille pour ce tableau d'ensemble qui permet de bien poser le sujet, puisque c'est vrai que les contours sont assez flous. Donc quand même, moi, je vous propose d'aborder sous deux axes. Déjà, voir avec vous si les sujets que vous avez traités et la façon que vous avez de les traiter dans chaque média. Alors je vous propose qu'on commence par François-Régis, puisque je sais qu'il y a un tournage qui malheureusement vous appelle et que vous allez devoir nous quitter avant la fin de la table ronde. Donc je commence par vous. Vous avez un mot d'excuse de Top Chef. Donc François-Régis, vous avez démarré comme journaliste de presse écrite à l'Express avant de développer votre carrière dans une approche très plurimédia. Donc ma première question, c'est est-ce que le travail diffère selon le média et comment vous pensez vos sujets en fonction de ce que vous avez à produire selon la cible et l'audience ?
Oui, c'est une question qui nous occupe tous, parce que je crois que je ne suis pas le seul à être multimédia, justement. Vous serez prié de passer le micro à vos petits camarades ensuite. Absolument, ouais. J'ai eu la chance de commencer en presse écrite au magazine L'Express, où je suis resté 18 ans, en qualité de journaliste gastronomique, puis notamment de critique restaurant, puisque ce média, cet hebdomadaire français, a toujours eu une longue tradition de critique restaurant. Et c'est un peu ce qui m'a en quelque sorte spécialisé. Certains diraient peut-être enfermé, mais en tout cas, c'est vrai qu'un journaliste peut rester généraliste ou il peut être amené à se spécialiser. Et puis ensuite, sont venues d'autres aventures médiatiques, la radio, vous le disiez, la télévision, les livres, un petit peu aussi évidemment les réseaux sociaux. Je crois que, en fait, la façon de s'adapter à ces différents médias repose sur deux choses. La première, c'est que je pense que finalement, à travers les différents médias, on reste soi-même, avec ses partis pris, ses passions, sa culture, sa curiosité. Et on essaye évidemment de ne pas se contredire d'un média à un autre. Et en même temps, faire une émission de télévision pour Paris Première, en termes de ton, de contenu, d'invités, de mécanique éditoriale, n'est pas le même exercice que parler à mes auditeurs sur une émission de service public sur France Inter le dimanche à 11h. Vous en savez quelque chose, Estherelle, puisque vous avez apporté beaucoup à cette émission pendant plusieurs saisons. Et il est vrai qu'on essaye, en ayant un peu une matière première commune à ces différentes expressions médiatiques, de s'adapter à différents exercices, mais aussi différents publics. C'est ça qui est important, parce que s'adresser, quand on parle dans un média... évidemment, on s'adresse à ceux qui l'écoutent ou à ceux qui le lisent, et il est vrai qu'on n'a pas affaire au même public. J'ai à peu près le profil sociologique, socio-économique précis des gens qui me regardent sur Paris Première et des gens qui m'écoutent sur France Inter. Et évidemment, il y a parfois des publics communs, mais c'est quand même des audiences différentes. Et il faut évidemment en tenir compte. Donc, pour répondre concrètement à vos questions, lorsque je suis au micro de France Inter, la plupart du temps en direct, le dimanche à 11h, je pense que j'ai conscience d'abord d'essayer d'exercer autant que je le peux avec mon expérience une mission de service public, ce qui déjà m'oblige à certaines responsabilités et à certains engagements. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que j'ai fait dire nos auditeurs, pour les spectateurs, une mission de service public par rapport à une radio privée, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'annonceur, donc on est quand même extrêmement libre par rapport aux propos qu'on a, tout en devant respecter certaines contraintes. Alors d'abord, il y a quelques annonceurs, ce qui est un peu nouveau depuis quelques années, mais qui, en tout cas, ne modifie pas ou ne rend pas mon discours ou mon propos partial au micro. Et puis après, je ne soupçonne pas du tout mes petits camarades des radios privées. Je ne me permettrai pas. D'être soumis à des dictates ou des injonctions commerciales ou des partenariats. Je dis simplement que on se fait une certaine idée des médias publics aujourd'hui, c'est aussi valable dans la télévision publique. Ça suppose, dans le cas de France Inter, de m'adresser à une audience très large, dans toute la France, sociologiquement très métissée, en termes de classe socio-professionnelle, de génération, d'origine, géographique, sociologique, etc. Parler sur France Inter et en même temps pas forcément ne représente pas la même façon de parler que si j'étais sur Culture. Je crois que la ligne éditoriale de France Inter, c'est d'essayer d'être un peu populaire et exigeant, sachant que l'équation n'est pas toujours facile à résoudre, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après Paris Première, on est davantage sur une chaîne d'abord de niche, entre guillemets, avec une émission qui s'adresse à un public peut-être plus qualifié, plus restreint, avec un ton un petit peu différent. Voilà, tout cela pour dire que c'est ce qui fait certainement la richesse de mon métier, le côté aussi palpitant de mener des aventures finalement assez différentes. Et en même temps, tout cela part à peu près du même socle. Et ce socle, c'est la culture gastronomique que j'ai eu la chance d'acquérir et d'enrichir ces 2 dernières décennies, la chance d'être aussi entouré de chroniqueurs et de chroniqueuses. Je parlais de Loïc Bianassi, mais il y en a tant d'autres, et vous en avez fait partie, Estherelle, et qui m'apporte aussi évidemment beaucoup. Cette idée peut-être aussi de travailler en équipe. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, travailler en bande. Je pense que quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. Et c'est aussi peut-être bien une des données
à décrypter dans le travail médiatique autour de la gastronomie. C'est vrai qu'on voit une tête d'affiche, en fait, et puis il y a toute une équipe derrière qui, parfois, qu'on voit moins nécessairement. C'était très clair. Je vois l'heure qui tourne, je surveille pour vous. Je profite de vous avoir encore quelques instants. Vu qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle et d'étudiants, si vous avez un conseil à donner à un jeune qui souhaite se lancer dans ce métier, quel serait-il, s'il vous plaît? Dans le métier du journalisme, Oui. je serais un peu prudent. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, on assiste à une transformation à vitesse grand V du paysage médiatique. Je dirais presque qu'on pourrait parler d'une tectonique des plaques, voire tectonique des plaques de cuisson. Même la gastronomie évolue vite. C'est à la fois stimulant et en même temps pas tout à fait rassurant. Il y a une archipélisation en fait du paysage médiatique avec des formes d'expression très différentes aujourd'hui. Peut-être aussi un affaiblissement des médias traditionnels. Moi, je suis bien placé pour le savoir à France Inter, même si on est dans une position confortable. On sait toutefois qu'il y a de moins en moins d'auditeurs et il y a tout un travail qui consiste à renouveler la façon de parler au public à travers évidemment la politique des podcasts, etc. La télévision s'affaiblit également, donc c'est un champ des possibles qui s'élargit. C'est tout à fait passionnant pour ceux qui voudraient embrasser cette aventure et en même temps, évidemment, l'éparpillement de la parole gastronomique dans tous les médias, l'émergence, la montée en puissance des réseaux sociaux. Moi, j'y trouve un très beau laboratoire avec des choses passionnantes, mais en même temps, ça pose de nouvelles questions, évidemment, et notamment une question éthique et déontologique. Quelle est l'indépendance ou l'impartialité du regard que l'on porte sur la gastronomie? Dans quelle mesure certains contenus des réseaux sociaux ne sont pas influencés par des intérêts commerciaux? Voilà, il y a quand même toute une série de questions à se poser. Donc pour ceux qui voudraient exercer ce métier de journaliste gastronomique, bienvenue dans un paysage médiatique totalement éclaté, où les opportunités sont tout à fait possibles, où tout est encore à inventer, malgré la diversité et la créativité des médias et des formes d'expression que l'on voit émerger. Et en même temps, il faut évidemment être prudent et tenir compte de tous les risques que cela comporte. Merci beaucoup. Alors, j'avais promis un tour autour du sujet, justement sur la différence des médias. Jean-Sébastien, entre... J'ai commencé par la fin, je vais reprendre ce que dit François-Régis. Faites comme chez vous. C'est ça qui est bien quand on a des professionnels, en fait. Là, j'ai plus rien à faire. On rebondit. Ça va mal. Ça va très très mal. Il y a des audiences radio qui sont tombées ce matin. Sur le week-end, on se prend tous une claque, mais absolument ahurissante. Il y a un an, on était à 59% d'audience globale de la radio. 1%, c'est 563 000 auditeurs. Là, ce matin, à 9h, on est à 55,8%. C'est-à-dire que le média radio, en un an, l'ensemble du média radio a perdu 1 700 000 auditeurs en un an, qui s'est volatilisé, qui n'écoute plus la radio. Et ça, moi j'ai commencé sur RTL il y a 27 ans. Il y a 27 ans, 99,8% des Français écoutaient la radio. Aujourd'hui, on est à 55,8%. La radio va très mal. La télé, c'est pas mieux. Et effectivement, tout ça est en train de se balayer. Moi, j'ai fait l'expérience il y a quelques semaines sur un chat GPT payant de demander « Est-ce que tu peux m'écrire une chronique à la façon Petit de Mange sur tel sujet ?» D'une part, ça m'a sorti une chronique en 27 secondes que j'aurais pu écrire. Et d'habitude, créer une chronique, ça vous prend combien de temps ? 8 heures. Voilà. Parce que ça raconte très vite une chronique, mais c'est très long à écrire. On mesure mal le temps de production des médias. Une chronique de 4 minutes 30. 4 minutes 30 ? Non, mais c'est ouais. En 27 secondes, ça me l'a sorti. Je mets des heures à écrire ça. Et surtout, dans un an, il n'y aura même plus besoin de ma voix. Ma voix aura été séquencée. Et il n'y aura plus besoin de moi. L'intelligence artificielle va nous balayer et va nous jeter avec l'eau du bain. Donc on a déjà le thème des rencontres en Sorablet de l'année prochaine. Non, je crois qu'il y a d'autres suggestions, mais il y a beaucoup de recherches sur l'IA et le journalisme. Il faut quand même être conscient qu'aux États-Unis, les directeurs de publication et les directeurs de médias disent « Nous, on n'est pas là pour sauver les journalistes, on est là pour sauver le journalisme ». Et nous, on n'est pas un secteur essentiel
du journalisme. C'est vrai que j'ai entendu dire tout à l'heure la vice-présidente de l'université qu'on n'était pas un secteur segmentant. C'est pas faux, hein, on ne soulève pas de débats monstrueux, à part quand je parle de gratin dauphinois avec ma petite camarade Valérie Quintin dimanche matin, où il y en a une qui veut mettre du fromage et moi qui suis atterré d'entendre ça. On a déclenché... Il n'y a pas de gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage dans le gratin dauphinois. Bah, Dieu merci, non. Mais elle me soutenait que si. Mais ça a déclenché une folie chez les auditeurs. On a eu un nombre de SMS totalement hallucinant. Mais après, pour reprendre le début de la question, est-ce qu'on fait différemment sur les médias ? Moi, j'ai toujours écrit des livres seul. Et c'est indispensable, parce que c'est très compliqué d'écrire à plusieurs. Après, la télé, c'est l'armée mexicaine maintenant. Même... Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de monde pour produire une émission ? Ouais, c'est-à-dire qu'il faut du monde, et heureusement, parce que si on ne fait pas de la télé tout seul, que ce soit en production ou en réalisation, en technique, etc., la radio, c'est encore un peu de l'artisanat, mais Dieu merci, je réponds, et merci de l'avoir précisé, François-Régis, on n'est pas influencé, et moi, pour le coup, j'ai toujours résisté, je me suis toujours fait engueuler par la régie publicitaire, parce que je suis systématiquement rentré dans la gueule à des annonceurs, ce qui a failli me coûter ma place 3 fois, mais jamais je ne me laisserai avoir par les sirènes du fric. C'est vrai après que l'influence, oui, Internet, les réseaux sociaux, les sites communautaires, les sites collaboratifs, TripAdvisor, les avis Google. Aujourd'hui, choisir un restaurant aujourd'hui en France, c'est pas nous qui sommes les influenceurs les plus prégnants, c'est Instagram. Les étrangers débarquent en France, ils regardent sur Instagram et ils choisissent leur restaurant sur Instagram. Nous, les guides, moi, que ce soit le Routard, le Michelin, le Goemillon, on est la cerise sur le gâteau maintenant. Alors qu'on était indispensable il y a 30 ans, aujourd'hui on est là. On était en situation de monopole, je dirais presque, et on a quand même divisé l'influence finalement. Ouais. Mais pareil, de la même manière, quand vous dites qu'il y a une surabondance de médias, on n'a jamais eu une chaîne gastronomique qui a réussi à tenir le coup en France. Il y a eu 2 essais. Ça a duré une dizaine d'années, c'est ça, Gourmet TV ? J'ai participé à un des 2. Gourmet TV, ça a été une gabegie absolue. C'était Joël Rebuchon qui était à la tête de ce truc-là. Alors que vous allez en Australie, il y a 5 networks de plein exercice qui ne parlent que de gastronomie et qui ont des programmes absolument extraordinaires. Et aux États-Unis, il y en a 12. Donc on est un pays de gastronomie, mais on n'a pas de médias gastronomiques. De médias télé, uniquement. Oui, au nombre de magazines. Mais c'est une part qui a toujours été... Il y a énormément de magazines, il y a une littérature pléthorique, mais on ne s'est jamais engagé dans la télévision de plein exercice. Et quand on s'y engageait, on a été sapé par la loi Evin, parce que qui étaient les annonceurs à l'époque qui avaient du fric ? C'était les maisons d'alcool, c'était le cognac, c'était le whisky, c'était eux qui voulaient venir investir, et on ne pouvait pas. Oui, la question de l'économie des médias, elle est quand même toujours centrale quand on s'interroge sur Parce que c'est bien beau de dire il n'y a pas de pub sur France Inter, même s'il y en a maintenant. Moi, je sais qu'à RTL, un programme, c'est quoi ? C'est 4 minutes de comblement entre 2 pages de pub, et puis voilà. Non mais moi je sais que je comble entre 2 pages de publicité, et j'essaye de combler de manière intelligente. Une bonne vision du métier de journaliste aussi. Mais nous comblons aussi votre temps d'attention. Moi, je dis parfois, on est lu dans les toilettes, on est lu dans le bus. Après tout, on prend le temps d'attention nécessaire là où on peut le prendre. Vous l'avez testé une fois, Estherelle. Vous êtes venu en direct à RTL, vous vous êtes dit, mais c'est marrant, on ne parle pas beaucoup chez toi. Oui, c'était impressionnant. Quand vous passez à la radio, il faut vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez dire, parce que vous avez en fait 30 secondes entre 2 pubs. Donc, il ne faut pas se rater. François-Régis, je crois que je vous mets à la porte pour pas que vous vous filiez. Quelques applaudissements pour Monsieur le Président, qui file prendre son train. Laurent, alors, écoutez, justement, vous qui êtes passé aussi par un certain nombre d'évolutions dans votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez nous retracer ces dernières années entre la pratique ou même l'évolution des sujets, puisque Jean-Sébastien l'a aussi évoqué. Oui, je ne serais pas aussi sévère et pessimiste que mon camarade, c'est-à-dire que
Moi, je pense quand même que c'est un bien essentiel, la gastronomie, la table, le fait d'accompagner les téléspectateurs et les auditeurs dans une cuisine du quotidien. Alors c'est vrai que moi, je suis plus spécialisé sur ça, sur la cuisine de tous les jours et faire en sorte qu'on conserve et qu'on tisse ce lien sur le pouvoir rassembleur de la table. Alors ça passe par de la recette, bien entendu, mais ça passe aussi par des rencontres avec des producteurs, mettre en avant nos savoir-faire. On a la chance d'habiter un pays qui est magnifique, avec une diversité, maraîchage, élevage, côte, j'en passe, et des meilleurs, qui fait que, voilà, moi j'adore, je me déplace beaucoup dans les régions en fait, voilà, pour mon magazine, pour la radio aussi, on délocalise pas mal l'émission, pour TF1 aussi. Donc pour reprendre votre question du départ, c'est quoi la différence déjà entre la radio et la télévision? Ben voilà, c'est la réponse est dans la question, c'est le son et l'image. Alors c'est vrai que moi avec mes équipes depuis 15 ans sur TF1, on accorde beaucoup d'importance à l'image, à donner envie aux téléspectateurs de refaire en fait. Moi mon obsession avec la télévision, c'est que les téléspectateurs puissent refaire la recette le jour même. C'est pour ça que j'ai imposé dès le début, il y a 15 ans c'était pas si évident que ça, un produit de saison. Donc vous ne verrez plus dans Petit Plan d'équilibre de tomates avant le mois de juillet là à l'antenne. Donc c'est déjà être dans de la pédagogie. C'est vrai que moi je viens des émissions jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps sur ça, donc j'aime bien l'idée d'apprendre des choses, mais en vulgarisant et en décomplexant aussi les auditeurs donc, et les téléspectateurs. Donc voilà, l'image qui est très importante, donner envie à travers la télévision et la radio. Il y a le pouvoir du son, il y a le pouvoir de l'imaginaire, du vocabulaire, là aussi de la bande, c'est ce que disait François Régis tout à l'heure, on n'est jamais plus fort qu'à plusieurs. Donc sur Europe 1, j'ai une bande d'experts avec moi comme Yves Candebord, comme Ophélie Neyman qui est la responsable vin des pages du Monde, Emmanuel Rubin qui est critique gastronomique au Figaro, Jean-Luc Petit-Renaud, Nathalie Georges qui est cette fameuse dame cuisinière du 6e étage et qui nous montre qu'avec peu on peut faire beaucoup. Donc voilà, chacun a un point de vue différent sur la gastronomie, chacun va pouvoir donner envie aussi à partir de son expérience à reproduire des choses. Moi c'est en fait agiter la curiosité du goût et le goût de la curiosité. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, en fait, c'est la standardisation du goût, l'uniformisation du goût. Il y a 3 ans, 17% des Français ne cuisinaient pas. Aujourd'hui, ils sont 21%. Merci les plateformes, merci Deliveroo, merci la flemme, merci les plats préparés. C'est ceux qui n'écoutent plus la radio, en fait, vous croyez? Peut-être. Alors la radio, je ne serais pas aussi sévère parce que oui, elle baisse, c'est vrai que c'est mécanique, mais il y a les podcasts qui montent aussi. Donc il y a une espèce de correspondance comme ça qui s'établit aussi. Mais voilà, donc donner envie aux gens de cuisiner au quotidien. Arrêtez de dire qu'ils n'ont pas le temps parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est un faux prétexte. En moins d'une demi-heure, chacun par jour, plutôt que de glander sur nos smartphones, on peut faire des choses avec la cuisine du quotidien. Je ne parle pas de la cuisson qui peut, pendant ce temps-là, on fait autre chose. Mais en une demi-heure de préparation, je vous assure qu'on peut faire beaucoup de choses, quoi. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie différence de traitement et d'implication selon qu'on s'intéresse au côté culinaire ou au côté restauration, finalement. Que ça fait vraiment une ligne de crête dans le discours gastronomique. Il y a ceux qui mettent la main à la pâte et ceux qui vont s'asseoir à table, finalement. On a vraiment les deux côtés de la consommation. On le retrouve un peu avec vous, Elisabeth. Justement, vous, au Fooding, vous avez cette originalité au départ d'être un guide, historiquement, et que petit à petit, vous avez réussi à élargir votre cercle d'audience en développant, à travers cette marque, tout un tas d'initiatives médiatiques particulièrement pionnières. C'est passé par le podcast, ça passe par un magazine qui est vraiment mis à jour avec des articles très engagés. Comment vous avez réussi à déployer cette marque à travers tous ces sujets ? Je dirais avec confiance. La confiance de ma direction, qui voyait vraiment un intérêt à développer un journalisme, alors je ne sais jamais comment l'appeler, journalisme gastronomique, ça me parle pas trop. Je ne parle pas du tout qu'aux grands chefs ou à un fine dining, comme on pourrait le dire en anglais. Est-ce qu'on parle de journalisme culinaire ? Oui, effectivement, au Fooding, il y a quelques recettes, mais moi, personnellement, je ne produis pas de recettes. Donc, est-ce qu'on dit un journalisme food, qui est ce mot un petit peu bâtard, parce qu'on ne sait pas un journalisme de l'alimentation. Donc voilà, déjà, la question de quel journalisme on parle, de manière un peu provocatrice, quand j'étais plus jeune journaliste, je suis toujours très jeune, je disais que le journalisme culinaire, c'était le journalisme miam miam c'est bon.
Et sinon, miam miam glou glou, si on fait miam aussi miam glou, miam miam c'est bon. Et en fait, la manière dont moi je considère le journalisme culinaire, allez on va utiliser ce mot-là, c'est une porte d'entrée pour parler aux gens de tout ce qui peut les intéresser et ne pas les intéresser, surtout dans la société. Toutes ces problématiques, toutes ces questions. En fait, on peut parler du conflit à Gaza à travers l'alimentation. On l'a fait au Fooding avec Wilson Fash, qui est un reporter de guerre et qui est allé voir, c'était il y a 1 an et demi, donc on n'était pas dans cette actualité-ci, mais de manière assez prémonitoire, tristement prémonitoire, 5 adresses où vous n'irez probablement jamais à Gaza. Donc voilà, ça peut être aussi fort que ça. On peut traiter de crise économique à travers la crise de la restauration, à travers d'augmentation du coût des produits. Donc voilà, on peut parler déjà de plein de journalismes différents quand on parle de journalisme culinaire, gastronomique. Donc c'est vraiment une histoire de lunettes qu'on chausse en choisissant de voir l'alimentation comme prisme de vision du monde. C'est ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement en journalisme un angle. Ensuite, pour répondre à votre première question, est-ce qu'on adapte l'information en fonction des médias ? Alors oui, on a effectivement des contraintes techniques. En fait, nous, on travaille énormément avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais voulu faire typiquement de hiérarchie entre ce qu'on publie sur le print, donc en papier, un guide annuel, 2 maintenant avec la Belgique, et ce qu'on publie sur le web. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ferait une hiérarchie entre ce qu'on publie sur le web, sur un beau site internet, avec un beau chapeau, du texte et des photos, et ce qu'on publie, par exemple, sur Instagram? Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas la même exigence? C'est une question que je me pose également, parce que je ne dis pas qu'on est nous-mêmes parfaits de ce point de vue-là. Ensuite, il y a les contraintes de budget. En revanche, qu'on ne peut pas écarter. Messieurs, vous travaillez à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, on a encore moins d'argent, tout simplement. Donc, les problématiques de... Pardon ? Ça devient compliqué, mais je ne pense pas que ce soit plus possible. Et on cherche tous les jours comment faire pour donner un sens à notre travail, un sens à notre information et un sens à notre manière de gagner notre vie. Je vais préciser, parce que ça étonne beaucoup les gens, les journalistes ne sont pas payés au temps passé à produire un média ou un son ou une vidéo. On est passé uniquement au rendu. C'est-à-dire quand on est journaliste de presse écrite, on est payé au feuillet, c'est-à-dire 1500 signes. Et que votre feuillet ait nécessité d'appeler 5 personnes, de parler 3 langues et de passer une journée à l'écrire, ou que ça vous ait pris 2 minutes parce que c'est votre spécialité, vous serez payé la même chose. Tout à fait. Et en tant qu'ex-journaliste pigiste de la presse écrite, je sais bien que c'était un métier très très précaire. Du coup, de manière vraiment très cynique, quand vous avez posé la question de quel conseil vous donneriez à des aspirants journalistes, j'ai dit de ne pas faire ce métier. Mais je ne le Sinon, vous pense pas finirez vraiment. sur la scène des rencontres François Rabelais aussi. Ça, Oui. c'est... Donc, on a des contraintes techniques, on a des contraintes de budget, et ensuite, c'est les contraintes qu'on se donne par rapport à nos audiences. Et pour moi, c'est un énorme questionnement d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on pense que les gens veulent ? Qu'est-ce qu'on leur donne comment on les nourrit Comment on les nourrit ? Mais c'est toujours une projection de nous, journalistes, médias, par rapport à un besoin qu'on imagine. On peut essayer de le calculer, de l'étudier à travers des analyses d'audience, mais est-ce que ça correspond finalement à ce que les gens ont envie d'écouter ? Est-ce qu'on se dit, sur Instagram, il faut faire du facile, du très pratique, du 1 minute, du bien léché ? Ou est-ce qu'on peut aussi utiliser ces médias-là pour donner de l'information très, très pointue ? Donc c'est vraiment la question de la dictature de l'audience, puisqu'on l'emploie parfois dans les rédactions, on l'entend, sur est-ce qu'il faut toujours donner aux gens ce qu'ils demandent ou essayer d'ouvrir un peu le débat, quoi. Et puis je vais dire une dernière chose sur ces médias et la manière dont on les nourrit. C'est que moi j'ai souvent l'impression de nourrir un monstre qui est extrêmement vorace et qui a de plus en plus de bouches. Madame parlait tout à l'heure de fatigue informationnelle. C'est une question que je pense qu'on a une responsabilité aujourd'hui à se demander si on n'est pas en train de gaspiller, de faire du gaspillage d'informations, du gaspillage d'attention. Il y a un encouragement à la surproduction, en fait.
Camille, par rapport à tout ce que nos invités ont déjà exposé, vous voulez rebondir ? Alors, je trouve ça très intéressant ce dernier point là de qu'est-ce que les gens attendent. Alors les gens, c'est ça, c'est nous, vous, tout le monde, les invités, les gens qui interviennent, les auditeurs. Moi, j'ai l'impression que cette question du temps dont vous parliez, elle est très pertinente parce qu'effectivement, moi j'ai un podcast, donc j'ai le temps je donne du temps aux invités, j'ai pas de limite, voilà, ils ont le temps. Et ce qui ressort beaucoup chez les invités, c'est qu'ils disent « Ah bah je suis allée dans telle émission de radio, j'avais pas le temps, j'ai parlé 30 secondes, ce que vous disiez. » Et c'est hyper frustrant pour eux. Et je pense que du côté de l'auditeur, on a la même frustration. C'est qu'en fait, quand on écoute un média, c'est pas des pubs qu'on a envie d'entendre, c'est l'invité, on a envie qu'il ait le temps de s'exprimer, de développer une pensée et de développer son discours. Et ça se perd un peu. Et je pense que justement, avec cette profusion de possibilités offertes grâce aux réseaux sociaux, certains, alors je vais prendre l'exemple des chefs parce que c'est plus simple pour illustrer, mais les chefs se rendent compte qu'ils peuvent aussi par eux-mêmes faire circuler un discours en mobilisant les réseaux sociaux par exemple, et que c'est un espace qui leur est propre et ils se réapproprient en quelque sorte un espace de pensée, un espace de discours où ils peuvent s'exprimer. Alors, bien sûr, ça comporte des limites parce qu'effectivement, l'étape d'après, c'est ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas forcément faire ça tout seuls, que c'est très compliqué. D'où aujourd'hui le fait que beaucoup de chefs fassent appel à des agences de communication pour gérer leurs réseaux sociaux, attachés de presse pour gérer leur communication. Voilà, ils sont très entourés. Là, se pose la question de l'authenticité, parce que c'est souvent quelque chose qui va être valorisé par les chefs en disant « bon, il n'y a plus de journalistes, c'est moi qui vous parle, c'est authentique ». Finalement, en faisant appel à une agence qui va gérer vos contenus, on peut se poser la question de où est l'authenticité. Donc voilà, il y a des allers-retours permanents, des tensions permanentes comme ça, entre prendre la main, s'exprimer, exposer son discours, et les contraintes matérielles, là encore, puisque le temps n'est pas extensible. Quand on est en cuisine, on n'est pas en train de prendre des petites photos pour les mettre sur ses réseaux sociaux. Donc cette question du temps, elle est fondamentale aujourd'hui et c'est un peu le nerf de la guerre partout. Voilà. Et un dernier point, on parle beaucoup de la multiplication des médias, de la diversification des médias. Donc effectivement, là, on parle de radio, de télé, de presse. Alors il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on l'a dit. Ça peut être aussi des newsletters. Plein de supports différents. Je voudrais aussi avancer l'idée que tout, finalement, beaucoup de choses peuvent être considérées comme médias en fonction du regard qu'on porte sur tel ou tel objet. Et le restaurant, en particulier, en lui-même, le lieu, l'espace, peut, selon moi, être considéré comme un média, puisque c'est un endroit où on va faire aussi passer son discours. Alors, j'ai un collègue qui a parlé du média magasin en expliquant que le magasin était un média aussi, puisque c'était prétexte à faire circuler des discours sur les marques. Quand un chef va penser son restaurant, il le pense aussi aujourd'hui comme un média, puisqu'il va faire appel à un architecte qui va essayer de retranscrire ses valeurs, son discours, son engagement à travers des couleurs, une structure. Je pense par exemple au dernier restaurant de Manon Fleury là, qui vient d'ouvrir d'Atil, avec des couleurs claires, une horizontalité qui va traduire l'horizontalité qu'elle veut réinstaurer en cuisine. Les produits qui vont être valorisés, ça passe par la vaisselle. La vaisselle, ça raconte aussi des histoires. C'est Bernard Lahire qui disait que la vaisselle, c'est un marqueur culturel. À partir de là, tout peut être utilisé pour être du discours. Et en plus, chez Datil, il y a un petit magazine, un petit fascicule voilà, qui vous est posé. Ça va jusqu'à repartir avec un mini-journal. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut bien avoir notion qu'un média gastronomique, c'est extrêmement large et que tout est bon, en fait, à faire passer son discours, ses valeurs, son engagement. Alors ensuite, ça peut être critiqué, décrié, remis en question. On peut considérer que c'est instrumentalisé, que derrière... Non, on peut considérer que c'est de la communication et pas un média qui, par définition, serait au milieu. Moi, ce que j'aime bien aussi rappeler pour les médias, si je peux me permettre, Camille, c'est que le média, ça vient de médium et c'est ce qui est entre l'émetteur et le récepteur. C'est lui qui filtre, qui tamise, qui choisit, qui éditorialise, qui fait des sélections. Tout à fait. Mais la conception du média, qui est le canal de transmission entre l'émetteur et le transmetteur,
peut du coup intégrer ce type de contenu. Et je pense que c'est intéressant aussi de l'intégrer dans les discours et d'être sensible à ce genre de production. Donc on est sur un brouillage des frontières total entre Voilà. la communication et la médiatisation. C'est un vieux rêve de chef aussi de se passer des médias, puisqu'à l'origine historique, dans les années 30, il y avait des cuisiniers qui avaient créé des journaux pour se débarrasser des journalistes. Il y a eu une petite guerre, ça a été retracé par un article passionnant de Denis Saillard dans le Temps des médias, qui raconte une guerre qui s'appelle Chef contre gastronome, en disant que les gastronomes ont gagné dans les années 50. Alors est-ce que c'est pas la revanche à l'heure actuelle, des chefs avec les médias sociaux? C'est sûr que c'est très ancré. Et un autre article sur la pâtisserie aussi dans les années 1870 explique justement que la pâtisserie, le magasin, la boutique a aussi été utilisée comme un média. Alors oui, pour la revanche des chefs, effectivement, mais comme je disais, avec toutes les limites que ça comporte, puisque c'est compliqué de tout gérer. Et par exemple, le compte Instagram de Cédric Grolet a, lui tout seul, beaucoup plus de followers réunis qu'un bon paquet de médias gastronomiques français, finalement. Ce rapport avec les réseaux sociaux, alors comment vous le vivez, vous, en tant que journaliste? Non, mais c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur les chefs, le monde des chefs, leur façon de communiquer qui a évolué, les attachés de presse, des éléments de discours comme les politiques. Et c'est ce que le rapport que vous faisiez avec la littérature tout à l'heure en disant qu'il y a plein de chefs qui sont un petit peu taiseux, qui ne savent pas forcément communiquer, qui n'ont pas non plus les moyens d'avoir recours à des attachés de presse, qui ne peuvent pas être présents sur cette espèce de plateforme sociétale que sont les réseaux sociaux. Et vous parliez de Cédric Grolet. Je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas très sympathique, mais il est très suivi, bien sûr, mais il est beaucoup plus suivi, ce qui est terrible, depuis qu'il ne parle plus. C'est-à-dire que vous remarquerez le changement dans ses réseaux sociaux. Au début, il parlait beaucoup, il racontait les recettes. Il y a eu une mise en scène qui a été faite autour de sa façon de raconter les histoires, où c'est que du clip et il ne parle plus. On est vraiment dans quelque chose de très visuel. Donc le discours a été complètement édulcoré, a été effacé de ça. Donc il faut être... il y a certains chefs, moi je ne vais pas les citer, mais j'ai lancé un magazine de presse écrite il y a 2 ans qui sort tous les 2 mois. Il y a des chefs auxquels je consacre 3-4 pages. Un magazine populaire, on est numéro 1 chez les marchands de journaux, voilà. Pour certains qui viennent un petit peu de la cuisine branchée, moi, ça m'intéressait de leur donner un écho parce qu'ils avaient un univers à défendre. Ils ne vont pas faire l'écho de ce qu'ils racontent chez nous, mais ils vont vous faire tout un écho sur la petite vignette qu'ils ont dans GQ, par exemple. Donc, il y a une espèce de branchouillerie aussi. Il faut être très, très conscient de ça, de la façon de communiquer. Je parle des réseaux sociaux, là, voilà. Vous dire qu'il y a une segmentation de ce qu'on retransmet bien comme sûr. filtre Oui, soi-même. Et c'est vrai que rien ne vaut quand même le déplacement chez un chef, le bouche à oreille. La radio, François-Régis le disait aussi, mais est très prescriptrice sur ça aussi. Je sais que sur Europe 1, nous on conseille beaucoup de tables, et ça a un vrai effet. Les chefs nous le disent, mais c'est incroyable, la fréquentation, parce que c'est du ressenti. On parle de chefs qui ne sont pas sur les réseaux, on parle de bistrots, on peut parler de restaurants routiers, on parle de tout, vous voyez. Donc tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux pour communiquer non plus en fait. Donc, mais oui, ce sont beaucoup, bien sûr, c'est un média alors là ultra puissant. Ouais. Jean-Sébastien ? Les réseaux sociaux, c'est de la propagande. Non, mais il faut appeler les choses par leur nom. Un chef qui fait sa promo sur les réseaux sociaux, c'est pas du journalisme. Il fait sa propagande et c'est très bien. Le truc, c'est que quand on fait un resto instagrammable avec des assiettes instagrammables, avec un décor instagrammable, avec des plats instagrammables, c'est formidable. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit bon. À la base, il faut qu'on prenne du plaisir. Alors, on prend du plaisir avec les yeux, on prend du plaisir à choisir un resto comme ça qui est très très beau. Mais si dans l'assiette, ça vaut 75 € et que les produits... c'est très moyen, c'est mal cuit, c'est mal... machin. Je dis ça à dessein parce que j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps. Moi, je ressors, j'ai juste envie, c'est de flinguer ça joyeusement sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tac-tac, etc., en disant c'est n'importe quoi, il faut arrêter les conneries. Et quand vous faites ça, quand vous êtes critique de restaurant, la semaine suivante, quand vous avez besoin d'inviter le chef, il vous dit « pas question que je mette les pieds dans ton émission ». Oui, mais non, mais voilà, et je m'en fous.
Je m'en fous parce que je suis pas... Moi, le truc, et je peux en parler à dessein, on m'a dégagé une émission à cause de ça. Pendant 25 ans, j'ai fait une émission de gastronomie qui ne parlait pas de gastronomie, parce que je parlais de patrimoine. J'ai toujours considéré que la gastronomie était un patrimoine. Et donc, j'ai tout associé. L'année dernière, parce que on m'a dit, tiens, on va te donner de nouvelles partenaires, et puis vous allez faire de l'émission gastronomique. On n'a invité que des chefs parisiens. Les plus grands, hein, les meilleurs, machin, vous connaissez tous, c'est formidable. On a perdu la moitié de l'audience. Parce que Guy Savoy, il est formidable. Mais Guy Savoy, dans le Cantal, on n'en a rien à foutre. Les gens, ils n'ont pas les moyens d'aller chez Guy Savoy. Ils n'auront jamais les moyens. Parler d'un chef qui vient d'arriver, parler de Cédric Grolet à quelqu'un qui habite à Châtellerault, mais c'est un concept, Cédric Grolet. Et heureusement qu'il ne parle plus sur ses réseaux sociaux, parce que Cédric Grolet, il faut qu'il s'achète d'abord une voix et qu'il fasse du coaching. Son métier, c'est de pâtisser. Hein. Non, mais exactement, son job, c'est pâtissier. Et c'est à chacun le truc, tout ça, et c'est pour ça qu'il faut... Ce qu'on trouve sur Instagram, tous les influenceurs qui sont aujourd'hui à plus d'1 million sont dégagés des agences de com. Parce qu'ils ne servent plus à rien, parce qu'ils sont tous payés. Il faut savoir que vous avez un influenceur à plus d'1 million de followers, le mec, ce qu'il poste, c'est 5 000 €. Il prend 5 000 € par poste. Il faut le savoir. Quel que soit le domaine, hein, quel que soit le sujet, le food, la cosmétique, l'automobile, le voyage, vous n'avez pas un influenceur à plus d'1 million de followers qui voyage en dessous de première classe Emirates. On aura demain une table ronde consacrée à l'influence en ligne, spécifiquement dédiée sur ces sujets, où je pense que ça pourrait être... Mais on est dans un monde où il y a plusieurs manières de parler. On peut informer, on peut faire rêver, on fait de la propagande, on fait de la publicité, mais tout ça c'est médiatique, mais c'est pas le même métier. C'est pour ça que l'éducation aux médias est particulièrement importante, pour Exactement. savoir qui parle, comment, pourquoi. Elisabeth, la question de la starification des chefs et de la place qu'ils prennent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous, en tant que... Je sais que vous ne travaillez pas complètement sur la partie guide, mais plus sur l'écosystème autour. Est-ce que ça a fait évoluer des choses au fooding ? Il y a eu ces dernières années une magnifique prise de conscience de ce qui peut se passer en cuisine, des violences psychologiques, physiques, sexuelles qui adviennent de l'autre côté du pass. Une chose qu'on s'est dite, c'est que on était en fait extrêmement responsables, nous, journalistes, médias, gastronomiques, de ce qui se passe. Alors pas directement, bien heureusement, mais en fait, on fertilise un terreau déjà propice à ce genre d'événements. C'est-à-dire qu'on est dans des environnements extrêmement chauds, pénibles, douloureux, avec des éclaboussures d'huile à droite à gauche, pardon, des coupures. Voilà, on est déjà dans un milieu vachement pénible. Et en plus, on vient rajouter là-dedans du pouvoir. Du pouvoir à des gens qui l'ont déjà de par la hiérarchie de la cuisine. Je n'explique à personne qu'on l'appelle quand même encore souvent une brigade, qu'un chef s'appelle un chef. Il y a quand même aussi énormément de cuisiniers qui luttent aujourd'hui contre l'utilisation de ce mot, parce qu'il dit déjà beaucoup. Donc voilà, et en donnant énormément d'importance à des hommes, je vais laisser flotter un peu, parfois à des femmes aussi, moins souvent, on crée un terreau propice à l'éclosion de violences qui sont traumatiques, qui font qu'il y a des gens qui quittent ce métier, qui fait qu'il y a des gens simplement qui sont violentés. Que la médiatisation nourrit à nouveau des monstres. On en revient de l'autre côté. Ça change avec la
nouvelle génération, ça quand même. Ça change avec la nouvelle génération qui est très attentive à ça, à la parité, aux horaires de travail. Moi, j'étais encore dans le Périgord il y a 15 jours, toute une bande de jeunes de vingtenaires qui sont partis après le Covid s'installer là-bas et qui ont monté un restaurant et qui est formidable, qui aura peut-être même une étoile prochainement et qui sont vraiment dans cet respect de l'emploi du temps, de la personne et on le voit beaucoup maintenant, les aménagements d'horaire, quoi, parce que c'est vrai que le métier est allé beaucoup trop loin, quoi. Donc il y a eu une starification de ces chefs un petit peu aussi gueulards, vindicatifs, pas respectueux justement, et les violences faites aux femmes dans les cuisines, bien sûr. Il y a eu un hashtag MeToo autour de ça, et je trouve que la nouvelle génération est complètement en train de changer tout ça. Moi, là, je parle des jeunes, vraiment les vingtenaires et les trentenaires, quoi. Il y a aussi dans les réseaux sociaux le fait qu'il y ait des jeunes cuisiniers qui travaillent dans ces cuisines, qui n'hésitent pas à les utiliser pour montrer comment ça se passe, ou à laisser des commentaires sous les personnes qui ont une forte influence médiatique. Ça joue aussi de l'autre côté. Elisabeth ? J'allais dire, c'est drôle comme on a trouvé marrant la violence, en fait, pendant tout un temps. C'est quand même exceptionnel comme d'anecdotes qu'on peut avoir de chef, c'est incroyable quand même. Heureusement, il n'a pas besoin Mais de ça faisait micro, presque partie de la constitution même du chef, en fait. C'était même encouragé culturellement, pour dire on est un vrai chef si on tape du poing sur la table. Donc, comment ça se traduit très concrètement ? C'est que moi, j'ai arrêté, en tant que rédactrice en chef, de commander des portraits de chefs. Merci. En fait, personnellement, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que machin truc Brol, pour dire pense. un petit belgicisme, pense. Vous avez raison quand vous dites qu'a priori, un chef cuisine. On peut discuter ensemble de problématiques du métier, mais alors on en discute ensemble avec d'autres intervenants et intervenantes. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas de raconter en tant que média d'information. Je ne parle pas du brand content, qui se passe aussi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que machin mange au petit déjeuner. Et je ne sais pas si ça a une importance. Alors, c'est un vrai questionnement. Il faut savoir que le style portrait dans la presse magazine est le style en explosion. Il y a plus de 30% sur les 10 dernières années. C'est un sujet qu'on nous commande presque obligatoirement. Il y a même une thèse passionnante qui a été faite par Philippe Inclos sur le sujet du portrait, qui lie ça justement à la surexposition des réseaux sociaux, qui dit les gens ayant pris l'habitude de voir des têtes qui défilent avec des propos directement, le portrait, c'est un peu, quand on n'a pas d'idée d'angle, c'est directement ce qui s'impose. Et en effet, c'est souvent, on n'a pas les moyens d'aller vérifier ce qui nous est dit. Je suis un chef engagé, durable et responsable. J'ai pas les moyens. Parfois, je vais aller faire le tour et aller ouvrir les poubelles pour voir ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas toujours le temps. Donc en effet, c'est un point important que vous soulevez, Elisabeth, sur le style même, que cela peut... Enfin, les conséquences. Camille, ça sera, je pense, vous qui allez avoir le mot de la fin de la table ronde, puisqu'on va pouvoir passer aux questions. Non, juste dire qu'en fait, ce portrait-là, c'est aussi intéressant parce qu'on revient un peu aux coulisses. La question de la coulisse, à savoir... qu'est-ce qu'il y a derrière, autour, ce qu'on ne voit pas. En fait, avant, on allait manger, ce qui était important, c'était ce que vous disiez, ce qui est dans l'assiette. Et finalement, le regard se décale sur qu'est-ce qu'il y a derrière, qui fait quoi, comment, et c'est encouragé évidemment par les réseaux sociaux, mais pas uniquement, parce que le portrait, c'est quand même un genre journalistique très très ancien. Mais voilà, c'est un peu cet intérêt pour la coulisse qu'on ne nous montre pas, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour, le fait que les chefs valorisent leur mode de vie. Alors, ils vont justifier ça en disant que c'est leur influence, que les influences culturelles, que le lifestyle, comme disent certains, ça nourrit leur pratique aussi en cuisine, et que c'est pour ça qu'ils en parlent. Donc, c'est ce qui peut aussi justifier le fait que le regard se décale autour, ailleurs, parce qu'ils vont justifier ça par le fait que ça nourrit et ça a un impact direct sur ce que vous retrouvez dans l'assiette. Je crois qu'on pourrait encore continuer une bonne demi-heure. Il y aurait eu plein d'autres sujets à aborder, mais maintenant je vais un peu me reposer, laisser la salle poser les questions à ma place. N'hésitez pas, vous avez quand même 4 experts devant vous, entre la radio, la télé, la presse, les guides, les podcasts. Est-ce que j'en ai oublié ? Bonjour, je m'appelle Amandine Cancé, je suis spécialisée dans les plantes sauvages comestibles.
J'essaye effectivement de prôner ces plantes pour essayer de revaloriser leurs vertus et ce qu'elles pourraient apporter en cuisine. Et j'aimerais savoir ce que vous pensiez de ce sujet, justement, si c'est encore une tendance de plus pour se démarquer et être éphémère, pour faire du buzz, ou bien est-ce que ça pourrait être une démarche culinaire qui pourrait s'inscrire vraiment dans une cuisine, justement, plus durable et responsable, et s'inscrire justement dans des projets alimentaires territoriaux. Merci. Plantes sauvages comestibles, hein, vous avez dit. Fraîches, donc, j'imagine, ou séchées? Fraîches, d'accord. Donc, déjà, c'est bien. Mais non, alors ça, typiquement, moi, c'est le genre de sujet que je peux être amené à traiter à la radio avec ma bande, avec des experts, et à faire du testing, comme on dit, à tester des recettes autour de ça, et dans l'accompagnement, parce que je pense en tout cas qu'il y a une demande de la part des consommateurs et des cuisiniers du quotidien de se rapproprier un petit peu la nature, la saisonnalité, ça c'est une évidence, hein, ça fait des années que ça y est, je pense qu'on a commencé à comprendre que c'était important pour plein de raisons, mais plantes sauvages comestibles, oui, moi c'est un sujet que je trouve très très intéressant. On le voit aussi avec le succès des herboristeries et de tous les produits dérivés qu'on peut voir arriver autour des plantes comestibles sauvages. Là je parlais en séché, donc ils sont plus sur de l'infusion, de la tisane et des préparations comme ça, mais en cuisine, la plante sauvage comestible, oui, il y a des chefs justement qui en ont fait leur univers. Oui, oui, puis c'est pas une tendance de plus, parce que justement, Marc Véran en a fait une tendance il y a 25 ans, hein, quand même. Donc ça continue à bien fonctionner. Jean Sulpice continue. Voilà, il y a beaucoup de chefs, effectivement, qui profitent de leur environnement pour mettre en avant cette symbiose dans l'assiette. Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans la surenchère de la cuisine à la pince épilée avec les petites fleurs pour 3 morceaux de viande coupés en biseau dans une assiette en céramique, qui est très jolie, hein, mais voilà, c'est instagrammable. C'est instagrammable. Bonjour, Christophe Duhamel, cofondateur de Marmiton. Petite question pour tous les experts que vous êtes. Que pensez-vous de la différence entre les médias serviciels et les médias entertainment? Excellente question. Je crois qu'on a tous quelque chose à dire là. Ah oui, je pense que les deux peuvent se rejoindre. En tout cas, moi, que ce soit à la télévision ou à la radio, je considère que je fais du service aussi, et que l'idée c'est que les gens puissent s'approprier ce que je fais pour le reproduire, ou en tout cas si c'est du conseil sur une adresse ou un produit, voilà. Mais les sites communautaires comme participatifs, comme Marmiton, voilà, il y a un élan autour de la cuisine, mais c'est pas la même. Je pense que les deux peuvent se rejoindre, voilà. Elisabeth, par rapport au service et le divertissement, est-ce que le guide, est-ce que c'est un service? Alors le guide, moi c'est ce qu'on dit toujours, la première chose qu'on fait c'est rendre un service. Où voulez-vous aller manger à Tours ou dans ses alentours? Donc ça c'est le service. On fait de l'entertainment aussi, parce qu'on a bien le droit de se détendre un peu, tous et toutes. Et on fait de l'information. Enfin, qu'est-ce que je pense? Je pense que tout est bien en fait, tout peut vivre ensemble. Surtout qu'on peut réunir les trois sous la même bannière. Tout à fait, et par rapport à Marmiton, des sites collaboratifs, ben oui, tant mieux, si les gens peuvent s'exprimer. On ne fait pas la même chose, tout simplement. Jean-Sébastien? Non, mais après, qu'est-ce que c'est l'entertainment? Qu'est-ce que c'est le service? Quand vous avez un pâtissier qui va vous faire en 30 secondes sur Instagram une recette avec une voix, alors là, tu mets 30 grammes de farine, et puis maintenant, aujourd'hui, il y a un style, il y a une voix Instagram, hein, pour la pâtisserie. Comme il y a une voix de radio. Mais, complètement. Mais c'est donc de l'entertainment aussi. On fait tous de l'entertainment. Il faut avoir des gants noirs aussi. Hein. Mais c'est vrai que le service, on en fait. Enfin, tout le monde fait. Aujourd'hui, tout est dans tout. C'est au service du service beaucoup en fait. Le divertissement est assez au service du service aussi. Enfin, c'est vrai que moi je viens de là en fait, j'ai pas de problème à le dire, hein. Je viens des émissions jeunesse, j'ai animé des divertissements sur TF1 avant de passer mon CAP de cuisinier il y a 18 ans, et je me suis servi de ce que j'avais pu apprendre dans mes métiers d'avant pour justement vulgariser et décomplexer avec la cuisine du quotidien. Moi, les deux se sont vraiment réunis en ce qui me concerne. Voilà, je parle perso, mais voilà, je pense que les deux se rejoignent. Ouais. Camille, tu peux passer le micro à Camille, s'il te plaît. Merci. Oui, effectivement, les deux semblent liés, et je pense, dans la plupart des émissions, on va avoir les deux dimensions qui sont présentes.
On va avoir des émissions même qui n'avaient rien à voir avec le culinaire à la base. Je pense à une émission comme C'est à vous, où ça va être de l'entertainment, du débat, de la discussion, et on va rajouter une création de recettes, en direct, une dégustation, etc. Donc il y a ce mixte qui est récurrent et qui est dans la plupart des émissions effectivement aujourd'hui. Moi, en radio, c'est pareil aussi. On intègre souvent, pratiquement toujours, une recette, la réalisation d'une recette, pour que les personnes puissent reproduire en donnant la recette précise. Alors que si on ne peut pas l'exprimer clairement à la radio, mais on renvoie au site où tout va être bien expliqué. Donc on est vraiment entre les deux, effectivement. Alors moi, j'ai une approche un peu différente parce que je travaille pour un média généraliste, pour un hebdo. Et on n'a pas tout à fait la même problématique parce qu'il n'y a pas assez de pages dans un hebdomadaire grand public où on traite de plein de sujets différents. Donc c'est un hebdomadaire qui traite de l'actualité culturelle. Et on a une lutte pour la visibilité en fait entre les sujets, entre les livres, les sorties ciné, la dernière série à suivre. La question sur la gastronomie. Alors déjà, on a depuis 7 ans dans Télérama, on n'avait pas encore vu ça. On a une petite case toutes les semaines. Ça a été une révolution. Bientôt les fiches cuisine. Non, pas encore. Mais justement parce que c'était un point culturel de blocage sur le fait est-ce qu'on arrive à parler de cuisine dans un journal culturel. Nous, il y a eu des grands débats à la rédaction là-dessus. Et on voit bien que dès qu'on essaye de faire des informations avec des enquêtes, avec des sujets sur l'alimentation approfondie, c'est pas la cuisine qui va s'en occuper, ça va être plutôt le service société ou le service économie. C'était une des questions que j'aurais aimé aborder avec vous. C'est que quelque part, on contraint nos angles à rester dans des sujets très légers, où on m'a gentiment dit, dans un numéro avec une actualité hélas très chargée, on a gardé un portrait de chef, en effet, en me disant mais ça apportait un peu de lumière dans un numéro très sombre. Il fallait le prendre comme un compliment quand même, puisque ça apportait quelque chose d'un peu doux, puisque la fonction alimentaire, elle renvoie beaucoup quand même. Tout le monde a évoqué des souvenirs d'enfance, de la douceur, quelque chose qui réconforte. Et c'est vrai que dès qu'on sort de la sphère alimentaire réconfort, on est mis en difficulté dans un média généraliste. C'est pas forcément ça qu'on attend de nous. Et après, sur la valeur servicielle, ça, moi, j'y crois à fond, pour recommander des adresses, parce que notre métier de critique, c'est savoir où aller dépenser son argent. Et ça reste fondamental quand même. Donc... La question, c'est est-ce que dans un média gastronomique, on traite de cette information qui vient de tomber, que le glyphosate, la Commission européenne vient de renouveler l'autorisation de l'herbicide dans l'Union européenne pour les 10 prochaines années. Non mais est-ce que je suis désolé de plomber, hein, mais est-ce que c'est une minute de silence aussi. Est-ce que c'est une information qui nous touche, nous journalistes gastro, ou pas? Est-ce que c'est à nous de la traiter? Vous devriez. Après, je suis pas certaine que ce soit régulièrement fait. On ne nous laissera jamais traiter cette information. Ouais, mais ça, on peut le proposer. Moi, je sais qu'on ne prendra pas le sujet. Moi, je pense qu'on peut l'angler en fait de manière à ce que ça touche aux gens. Bien sûr. Mais vous aussi. Non. On nous achètera pas le sujet. Ah, moi, je peux pas. Si vous prenez un exemple qui touche directement les gens. Non. Vous invitez quelqu'un qui... Non, parce que moi, je fais justement, à RTL, on ne me laissera jamais traiter de cette information. Même si aujourd'hui, je suis à l'info, puisque je suis dans la matinale d'RTL le samedi et le dimanche matin, ça n'est pas moi qui traitais de cette information, ce sera Virginie Garin, qui est la journaliste, chef de service du qualité de la vie. Oui, moi sur Europe 1, je vais pouvoir le traiter sans aucun problème. Et dans ma revue, justement, je l'ai déjà traité. Et vu cette information, on va continuer à le traiter, bien sûr. Non, c'est ça que j'aime avec la presse écrite, c'est que ça permet aussi... Enfin, moi, c'est un média spécialisé autour de la gastronomie. Mais vous en êtes le rédac-chef, c'est vous qui décidez. Voilà, et on fait des grosses enquêtes. Là, on vient de faire une grosse enquête dans celui qui est en kiosque actuellement sur le business des bûches de Noël entre la grande distribution et les pâtissiers. On a fait un gros dossier sur les volailles de fête, sur les viandes AOP. Donc, on est aussi dans le décryptage. C'est la fameuse phrase de Koff d'il y a 20 ans, c'est « arrêtons d'être consommateurs, devenons consommateurs ». Donc moi, c'est aider les gens, comme je dis souvent à la radio, c'est bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Voilà. Donc ça, c'est très très important d'être dans cet accompagnement-là. Et le glyphosate, bien sûr, en fait partie. Et comment ?
Après, ça peut nous poser la question de est-ce que ça va nous impacter, comment. Parfois, on cache nos sujets dans d'autres sujets. Ça, c'est une spécialité. C'est qu'on dit, je vais vous faire quelque chose sur la culture de la pomme de terre. Et en fait, derrière, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment c'est traité, les pesticides, etc. Et là, on va mettre l'info sur le glyphosate, par exemple. Et donc, on le vend avec une autre apparence et on cache les sujets qui nous importent dedans. Ça, c'est une bonne technique de pigiste qui est parfois dangereuse avec les rédac chefs en disant, c'est pas ça que j'avais commandé. Ah oui, mais c'est ça le résultat. Alors, on vous apporte un micro, il y a des questions devant. Voilà. Allez-y, je vous en prie. C'est qui? C'est moi? Oui. Bonjour, je suis Karine Lyotet, je suis professeure de restaurant au lycée Le Castel à Dijon. Vous parliez de médias gastronomiques au sens large, et le média gastronomique, c'est de la communication avant tout. Et le média, c'est ce qui se trouve donc entre un émetteur et un récepteur. Et si l'on considère que l'émetteur, c'est le chef en cuisine et le récepteur, le client, il y a quand même un premier média dont on ne parle jamais, c'est le service en salle. Ce sont les serveurs, Merci. Qui sont les premiers tous les jours à véhiculer le discours d'un chef, en essayant de le faire au mieux, en essayant de parler des produits, de la localité, de la philosophie du chef. Et moi, je déplore la déprofessionnalisation du service en salle. On n'en parle jamais. Dans les médias gastronomiques, on n'en parle jamais non plus. Nous, on a fait un dossier l'année dernière. Alors, pardon, je ne lis pas tous les médias gastronomiques, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Voilà, un angle peut-être et un coup de projecteur à donner, puisque ce sont des jeunes qui sont formés dans nos écoles, et Top Chef restaurant, enfin chef, ça a mis la lumière. Alors, quand les jeunes arrivent dans les cuisines, c'est moins glamour et ils descendent de plusieurs marches d'escalier. Par contre, en salle, on n'en parle jamais. Je discutais avec des élèves là tout à l'heure. Certains sont là un peu par hasard. Ils voient l'intérêt du métier de la formation quand ils y sont, mais ils sont peu orientés de leur plein gré, parce que c'est un métier qui est mal valorisé. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est le premier média entre le chef et le client, c'est le service en salle. Merci de nous aider à redorer le blason de ce métier qui ne devient plus un. Et à quand un Top Chef salle? Alors, moi je vais vous répondre. J'ai été président des gastronomates pendant 10 ans à Angoulême, c'est dans 15 jours. J'ai mis en place un concours de service en salle. Je suis très ami avec Chantal Whitman, qui est MOF service en salle. Je peux vous assurer que quand on connaît une MOF service en salle, on voit le métier d'une manière totalement différente, parce que Chantal Whitman est quelqu'un, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi humaine qui donnait autant envie à un jeune de faire ce métier de service qui est un des plus beaux métiers de la restauration. J'ai beaucoup plus de respect pour un chef de salle, pour un directeur de salle, que pour n'importe quel cuisinier, parce que lui, il est effectivement en contact avec le client. Ça a toujours été l'honneur de la gastronomie française, le service en salle. C'est un truc qu'on n'imagine plus, qu'on a dévalorisé pendant des dizaines d'années. C'est pour moi ce qu'il y a de plus beau à faire, parce que vous êtes au service des gens. Alors effectivement, il y a des problèmes d'horaire, il y a des problèmes de motivation, mais ça a toujours été ça. Il y a toujours eu ces mêmes problèmes. Il faut redonner de la valeur à ces choses. En revanche, là où je suis moins d'accord avec vous, c'est que c'est pas le premier média, c'est le premier propagandiste. C'est lui qui va dire que c'est beau ce qu'on mange. C'est lui qui va vous apporter, qui va vous dire non, le chef il a fait ça parce qu'il a pensé à vous, parce qu'il a voulu faire ça, et il va transmettre la pensée du chef. Donc, c'est pas forcément un média très objectif, mais peu importe. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers qui soit dans la restauration. Elisabeth ? J'entends que ce n'est pas une question, c'est une interpellation, c'est une demande. Vous avez raison, comment est-ce qu'on peut faire en fait, concrètement pour redorer? On peut faire des portraits, on en a parlé. Nous, ce qu'on essaye de faire au Fooding, dans les chroniques de restaurants, c'est que, autant que possible, on cite les gens par leur prénom et leur nom de famille.
Donc tous les gens, le chef, les restaurateurs, donc les gens qui ont monté le restaurant, qui souvent y travaillent aussi, un superbe serveur ou une serveuse, c'est-à-dire superbe avec qui fait passer vraiment un moment, super bon moment, les sommeliers, sommelières. Donc voilà, ça c'est la manière la plus concrète que... Mais vous, comment est-ce que vous pensez qu'on peut... C'est peut-être qu'il y a une surmédiatisation du métier de chef par rapport à tous les autres métiers de la gastronomie, parce que par exemple, les cuisiniers de restauration collective, ils sont aussi extrêmement invisibilisés, alors que c'est le plus grand nombre de chefs en France. Et ça progresse. Et est-ce que c'est pas aux chefs aussi de faire ça? Il y a certains chefs qui le font très très bien, qui mettent en valeur justement leur équipe, qui parlent plus de brigade mais d'équipage, qui vont les mettre sur le devant de la scène le plus possible. Je pense que ça passe aussi beaucoup par la figure du chef justement, mais dans sa capacité à montrer qu'il ne travaille pas seul, que tous les gens qui travaillent avec lui sont très importants, et l'équipe de salle principalement aussi. Et certains le font très bien. Pascal Barbeau et Christophe Roy qui refusent d'être pris en photo séparément, par exemple. Voilà. Ça, et pour un média, ça peut poser souci parce que régulièrement, on dit « je veux juste un portrait de Pascal Barbeau ». Ouais. Non, non, la seule photo, le seul portrait, non, il ne quittera pas le champ, c'est les deux ou rien. Ça, il y a Olivier Rollinger aussi qui a fait beaucoup pour les équipes en salle et qui en a beaucoup parlé et qui les a beaucoup valorisés, mis en avant, en montrant qu'il faisait partie intégrante de l'équipe et que voilà, c'était très important. Alors on peut parler de Frédéric Delair à la Tour d'Argent, si vous voulez, Kylian. Il y a aussi eu que les chefs portent une lourde responsabilité dans l'histoire, puisque historiquement on mettait en avant le propriétaire du restaurant, qui était souvent le responsable de salle, et le maître d'hôtel, et on invisibilisait le chef, qui était un graisseux, comme on les appelait, et qui était à la cale, et qui était substituable. Il y a aussi eu historiquement les chefs qui ont joué leur rôle dans l'invisibilisation du service. Fernand Point avant même. Fernand Point, chez qui Paul Bocuse a travaillé et qui il a beaucoup emprunté. Paul Bocuse, Passion de ma vie, sur l'invisibilisation des femmes. Bonjour, Marion Ferré, Ferrandi Paris Campus de Bordeaux. Madame Brachet, vous avez évoqué la notion de temps. Ne pensez-vous pas que l'avenir des médias en gastronomie va porter sur le temps disponible, sachant que les générations Z, à l'heure actuelle, ont peu de temps disponible et plus propices à des podcasts ou à des VOD, c'est-à-dire des médias qui sont disponibles quand eux auront envie de les voir, versus des clients comme moi de médias plus traditionnels comme la radio ou la télé, à horaire fixe et prêts à prendre de son temps pour écouter une émission? Alors, en fait, les médias traditionnels rejoignent les médias type podcast, etc., puisqu'ils ont eux-mêmes des podcasts. Ce qu'il faut mettre en balance, c'est la question du flux et du stock. Et aujourd'hui, les médias de flux deviennent des médias de stock, puisqu'on a une archive, une collection, et que justement, on peut écouter ces émissions quand on veut. Et ça, c'est fondamental, puisque effectivement, on a besoin d'une plus grande flexibilité, puisque le temps est rare. Et en fait, tous les médias, même les médias traditionnels, jouent le jeu et mettent leur contenu, alors la plupart en libre accès, et s'inscrivent dans cette continuité temporelle et dans cette collection, dans le fait qu'on puisse consommer le média quand on le souhaite. On peut aussi fragmenter l'écoute, on n'est plus obligé d'écouter ça d'un bloc. On peut écouter le début d'une émission, la couper, faire autre chose, revenir, et ça c'est hyper important, puisqu'on ne rate plus l'émission de radio parce qu'on a raté l'heure, on a toujours cette possibilité de rattrapage comme en télévision, et oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très porteur. Et il y a un truc qui est très bien sur les podcasts des radios mainstream, comme on dit, c'est que le podcast, il n'y a pas la pub. Même sur RTL. Alors, on peut aussi continuer les usages.
Je sais qu'il y a certaines personnes qui les écoutent par exemple en accéléré, la question du temps aussi, pour aller plus vite, en 2 fois moins de temps, vous écoutez plus de choses. Oui. Enfin, ça offre plein de possibilités techniques. C'est une question de génération, ça. C'est vrai que ce que vous dites, c'est vraiment ça, quoi. C'est que les supports sont différents, même pour l'image, hein, où TikTok va permettre à des jeunes d'accéder à des émissions qu'ils n'auraient pas forcément regardées à la télévision. On l'a vu, ça n'a rien à voir là, avec le cinéma, avec le succès du consentement au cinéma, grâce à TikTok, parce que c'était repris sur TikTok. Donc voilà, ça s'adresse à un autre public, qui a une autre façon de consommer, de s'informer, peut-être en écoute fractionnée, effectivement, peut-être que le podcast, ils ne vont pas l'écouter d'une seule traite. Ouais. Une dernière question. Oui, bonjour. Maëlle Thibault, je travaille pour une agence de communication. On travaille avec donc, tout le secteur alimentaire. Et je trouvais que c'était super intéressant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que le restaurant lui-même pouvait être un média. Donc nous, on travaille là-dessus. Et avec l'émergence de justement des nouveaux supports de communication, des réseaux sociaux, etc., je voulais avoir un peu votre avis sur les tendances en termes de tout ce qui est culinaire, restaurant, etc. Est-ce que vous, de votre côté, vous identifiez plutôt qu'il y a finalement une uniformisation qui se fait parce qu'en fait, on cherche toujours un peu à ressembler aux voisins, à coller aux tendances, à être instagrammable, ou est-ce qu'au contraire, ça a permis de faire émerger des nouvelles choses, des choses qui étaient peut-être invisibilisées avant. Voilà, c'était avoir un peu votre avis là-dessus. Merci. Alors oui, évidemment, il y a une certaine uniformisation parce que faut que ce soit joli, instagrammable, comme ils l'ont très bien montré tout à l'heure. Mais le côté positif, c'est que aussi on va apporter un certain soin aux choses et peut-être mieux sourcer tous les éléments du restaurant. C'est-à-dire que on sourçait les produits, c'était le début, on savait d'où venait la carotte, le poisson, etc. Maintenant, on va aller plus loin, on va sourcer la vaisselle, on saura où elle a été faite, en local, son menuisier, qui est pareil, un menuisier de Seine-Saint-Denis pour un restaurant qui ouvre à Paris. Les cuillères ont été faites par tel et tel artisan. Donc, je pense que le côté positif, c'est que ça redonne de la visibilité à des gens qui n'en avaient pas. Et le travail, le soin apporté au choix des matériaux et donc dans un discours d'engagement autour de l'éco-responsabilité, etc., permet de mettre des belles choses en place et ça, on n'avait pas forcément ça au préalable. Oui, j'ai aussi trouvé ça hyper intéressant, la notion de média-restaurant, et ça m'a fait penser à 2 exemples. Le premier, c'est la grenouille à grande bouche, qui est un... La grenouillère ? Oui. Alors, il y a une de ses fondatrices qui a raté son train ce matin et qui arrive, là, qui doit être là à 11h. Donc, vous allez la grenouille à grande bouche, donc, qui est une table durable et solidaire, et qui a eu pendant plusieurs années un média que j'ai trouvé l'un des magazines les plus intéressants sur l'information liée à l'alimentation et à la cuisine. Magazine qui s'est arrêté. Deuxième exemple, Fulgurance, donc restaurant qui est parmi l'un des premiers à Paris à avoir fait des résidences de chefs, qui a eu aussi un magazine, une revue, enfin c'est un MOOC, un très beau livre. Le design est magnifique. Enfin là, il y a vraiment, ils sont avant-gardistes, précurseurs. Magazine que je n'ai pas vu paraître depuis longtemps. Et en fait, il y a aussi, on revient à cette question dont on parle depuis le début, c'est que c'est difficile de faire un restaurant et de faire autre chose que faire un restaurant. J'ai la bêtise de m'être mariée avec un restaurateur, qu'on travaille 16 heures par jour et qu'on gagne finalement très peu d'argent, parce que moi je connais pas beaucoup de restaurateurs qui sont riches. C'est difficile de faire aussi autre chose que de la cuisine, de la compta et sortir les poubelles et laver le sol. Si vous avez une agence de com, conseillez à vos clients de ne pas seulement faire dans l'image, qu'ils fassent dans l'action aussi. Je pense à Mauro Colagreco qui vient de se lancer dans un combat absolument dantesque du zéro plastique. Il a mis 4 ans de reconversion dans son restaurant. Il n'y a plus un élément plastique. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans une cuisine ? Des boîtes en plastique filmées avec du film étirable. Écologiquement, c'est une tragédie.
vous étendez ça à l'ensemble de la restauration collective, de la restauration individuelle, de la restauration personnelle, c'est une tragédie écologique qui se passe. Mauro a changé ses recettes, il a changé la manière de concevoir sa cuisine. Pour le moment, il en parle peu, mais il s'est engagé dans cette révolution hallucinante qui va faire, je pense que ça va faire tâche. Je l'ai rencontré il y a 3 jours, je me lance dans ce combat avec lui parce que je trouve que c'est quelque chose qui va impacter le monde entier et il faut absolument aller dans ce genre c'est beaucoup plus important. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que on a retrouvé l'art de faire des assiettes, l'art de faire des beaux couverts, les ferronniers, les céramistes, c'est fabuleux. Mais le combat d'après maintenant, ça va être de faire entrer là où ça ne se voit pas l'écologie, parce que supprimer des boîtes en plastique, supprimer des gants, il n'y a pas besoin de gants pour faire de la cuisine, il suffit de se laver les mains régulièrement entre chaque opération. Et ce qu'il fait est absolument admirable. On terminera sur ce mot d'espoir. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir tenu le timing. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.